because of a combination of the powerful imagery, both religious and scientific, it becomes the most powerful experience they've had. Even if you're a very staunch atheist, a cross, an electionary, these things, they're pregnant with meaning. Our reverse exorcism ritual and its practitioners were all placebos. But the mere existence of our subjects' beliefs in them made them real and transformative. Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous allons approfondir les liens entre langage et sorcellerie. Si vous ne l'avez pas fait, allez voir la première vidéo. D'ailleurs, nous avons vu que vous n'étiez pas très nombreux à nous avoir envoyé de l'argent sur le Tipeee. Par ailleurs très visible. Oui, en premier lien dans la description. Donc envoyez de l'argent. N'hésitez pas à vous servir des éléments que nous allons vous donner sur le tabou et la sorcellerie et la magie, le pouvoir des mots, pour forcer votre famille à vous abonner à la chaîne. On a vu que vous n'étiez pas nombreux à l'avoir fait, et ça nous déçoit énormément. Et voilà, et obligez vos proches à vous abonner à la chaîne. Comme ça, nous allons pouvoir... Et vos amis aussi. Et vos amis. D'ailleurs, un jour, on vous apprendra à vous faire des amis pour gagner des abonnés. Voilà, donc faire des amis, voilà, c'est le sujet de notre troisième vidéo. Donc, suivez cette vidéo. N'oubliez pas à la fin, petite carte Google Play à la fin, dans la vidéo. Donc, voilà, soyez attentifs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Samuel, vous êtes prêt? Ouais. Samuel est prêt. Et toi, t'es prêt? Oui, je suis prêt, ouais, tout à fait. J'ai toujours été prêt. C'est parti. La question du langage dans les régimes totalitaires et de la novlangue a fait l'objet d'une vaste littérature, comme par exemple Lingua Terci Imperi de Victor Klemperer et de nombreuses récupérations aléatoires dont nous ne parlerons pas ici, mais je vous conseille la vidéo de Linguisticae sur le sujet. Dans Quand dire c'est faire, recueil de conférences publié de manière posthume, John Langshaw Austin définit ce qu'est un acte de langage performatif. Il s'agit de ce qui réalise une action par le fait même de son énonciation. Selon lui, les philosophes ont longtemps considéré que l'affirmation était soit vraie, soit fausse, mais qu'elle n'est venue que représenter un état de fait, ou une réalité déviée, un mensonge. Or, on se rend compte que, dans certains énoncés, lorsqu'on dit « je promets », lorsqu'on s'engage à rembourser, on crée l'obligation, l'acte. L'exemple le plus connu d'Austin est celui où le ou la mariée dit « I do », « je le veux ». Il ne s'agit pas, lorsqu'il dit ça, il ne s'agit pas de la description du mariage, mais bien de l'acte de se marier. It's a wrench giving it to you, believe me. But we've decided your needs are greater than ours. George, if you will. I solemnly swear that I am up to no good. Plus tard, Austin finit par distinguer l'acte locutoire, le fait de prononcer la phrase. L'acte illocutoire, ce que nous faisons en prononçant la phrase, et l'acte perlocutoire, l'effet produit. Par exemple, si je dis « je m'appelle Samuel », on peut dire que je fais l'acte locutoire de prononcer cette phrase, l'acte illocutoire de m'appeler Samuel, et l'acte perlocutoire de vous l'apprendre, et donc de changer votre vision du monde, votre action. Dans le contexte particulier où je fais une vidéo devant des spectateurs, si je ne mets pas la vidéo en ligne, alors la performativité sera réduite. L'écriture est une technologie récente, et pas seulement du point de vue de l'histoire de l'humanité, vers moins 3000, mais dans l'usage actuel que l'on en a. Jusqu'à récemment, la plupart des gens ne savaient pas lire et écrire, et les technologies des communications ne permettaient pas encore un usage courant de l'écrit. Dans certaines sociétés humaines, les échanges oraux occupent encore l'essentiel de la communication. Là, je suis en train de vous parler, c'est une vidéo, vous faites quoi? Jean Peytard définit l'oralité comme le caractère des énoncés réalisés par articulation vocale et susceptible d'être entendue. Elle tient compte de la parole, mais aussi de toutes ses caractéristiques. Diction, intonation, musicalité, débit, pause, accent. Cette parole se fait dans un contexte avec un auditoire particulier, et donc un usage spécifique. Mais qu'est-ce qu'elle implique? Affine Laditan traite du cas des Yoruba, un groupe ethnique du sud-ouest du Nigeria. Il différencie la parole ordinaire de la parole sacrée. Comme dit Ampateba, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Dans ce contexte, la parole, par la mémoire, est le véhicule principal des connaissances. C'est un instrument qui soude la société par un récit, par des récits, des univers sémantiques communs.
Chez les Yoruba, les disputes se règlent en joute verbale, alo, sous forme de devinettes par lesquelles les individus ou les clans rivaux règlent leurs comptes. Cela permet de calmer les tensions sociales en ridiculisant l'adversaire. Tuer par la parole ne reste qu'un meurtre symbolique. C'est quand même mieux que la violence, hein. Tu comprends, moi depuis que je suis tout petit, je suis contre la violence. Déjà au lycée, j'avais créé une association contre ça. Et puis aujourd'hui, on est là et puis... Eh bien, aujourd'hui, la violence engendre la violence. Mais oui, mais Nicolas, c'est comme ça qu'il y a des milliers de gars qui partent pour la guerre et qui se font tuer, tu comprends? Bon, enfin, calme-toi, on part pas pour la guerre. On va leur donner une leçon, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est les minables! Les minables, ils vont te décoller la tête, ok? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une crise urticaire? Le contexte est très important pour comprendre le pouvoir d'un mot, sa valeur intrinsèque. Comme le verbe est très important, on valorise les bons parleurs, qui sont considérés comme des gens cultivés. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer avec les mots n'importe comment, mais plutôt de connaître les règles propres au contexte et savoir les respecter. D'où leur utilité en cérémonie. Chez nous, le silence est négatif. Il signifie un malaise, alors que là-bas, le silence est valorisé. Il est sacré pour deux raisons. La bouche ne dit pas tout ce que les yeux voient. Et ensuite, connaissant le danger de certains mots, le silence protège. Dans Le pouvoir des mots, Josiane Boutet rapporte deux exemples. Pour commencer, une histoire qui se déroule en France, rapportée par l'ethnologue Jeanne Favre-Sada, dans un livre paru en 1977. C'est celle de la sorcière Madame Chicot. Les époux régniers qui viennent de s'installer à la campagne sont assaillis de malheur. Un de leurs voisins suggère qu'ils sont ensorcelés par une voisine, une vieille femme, Madame Chicot. Ils font venir une multitude de désensorceleurs, mais rien n'y fait. Un jour, ils font venir une mystérieuse femme, venue d'Isée, qui leur a été recommandée. Celle-ci fait son rituel, sans nommer à une seule reprise la vieille, puis leur dit que la personne à l'origine du mal ne leur nuira plus. Et le lendemain, Madame Chicot tombe malade. Elle est hospitalisée et meurt 7 mois plus tard. Les rapports de psychiatrie font état d'anxiété sans trancher la question. On peut légitimement supposer, sans preuve à l'appui, que le statut de la désensorceleuse a joué une sorte de prophétie auto-réalisatrice, ajoutée à un peu de fortune. Edward Evans Pritchard étudie le rapport des Azandés, ethnie d'Afrique centrale, aux pratiques magiques. Il rapporte qu'un jour, des villageois assis sous un grenier ont vu leur toit s'effondrer sur eux. Ils savent que c'est bien un problème de termites. La question est, pourquoi maintenant? Là où nous y verrions de la malchance, eux y voient un signe de mauvaise magie. Comme les cultivateurs étudiés par Malinowski, qui différencient les résultats des récoltes qui viennent de leur propre travail et l'action magique qui influe sur la fortune, les gens savent qu'ils ont des forces auxquelles ils n'ont pas accès, la chance, et qu'elle vient des mages. D'où la question, d'où vient le pouvoir des mages? On peut le voir lors du sacre des rois dans des lieux précis tels que les églises ou les cathédrales, lorsque les présidents jurent sur le texte. Par exemple, lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama en 2008, il y a eu une légère inversion dans l'ordre des mots de la part du président de la Cour suprême, John Roberts. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. that I will execute Faithfully the office of President of the the office United of President of the States. United States faithfully And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Première puissance du monde libre ou pas, la prestation du serment a quand même eu lieu une seconde fois le lendemain, dans le doute. L'autorité instituée est indissociable de l'autorité instituante. C'est aux agents d'autorité qu'il revient d'ordonner, d'instituer, de créer, d'ouvrir la séance. L'autorité est une force illocutoire. Sa parole crée des situations normatives, de droit, pour des groupes entiers. La différence dans la parole publique entre celle qui émane de n'importe qui et celle qui émane d'une autorité particulière dans un contexte précis est son caractère performatif. Celui qui s'excuse pour ses crimes n'engage que lui. Le juge qui condamne au nom de la loi change un statut et l'ordre du monde. La force ne vient pas du langage en lui-même, mais du cadre complet de l'action et de son contexte. Le langage est par l'action, dans l'action. Ainsi, pour Pierre Bourdieu, il faut tenir compte de la propriété du locuteur, son statut social, sa place dans la société et son parcours,
la propriété de la parole qu'il utilise, le vocabulaire employé, les tournures de phrases, et la propriété de l'institution qui le laisse parler, au centre de l'attention des caméras sur YouTube. D'ailleurs, on remarquera que selon la façon de parler, les gens savent très bien reconnaître le type de vidéo. Bronisław Malinowski étudie la magie dans les îles Trobriand. L'institution du chef du village est indissociable de celle des magiciens. Le magicien des jardins s'appelle le Towosi, et chaque village en a un qui est garant de la parole publique. Son statut et sa légitimité sont garantis par son savoir précis et expert du jardin, son sang. Lors de certaines cérémonies, il est tenu d'énoncer le nom de ses prédécesseurs, et son corps est magique, comme celui de ses ancêtres. Il n'a pas la même substance que celui de nous autres, les mortels. 3. Il respecte des interdits précis et un mode de vie particulier. On peut faire le parallèle avec l'éthique scientifique. D'ailleurs, l'anthropologue Edward Taylor y voit dans la magie une première forme de rationalisation universelle du monde, un prélude à la science. Pour les Trobriandais, une phrase énoncée d'une certaine façon, dans certaines circonstances, possède une force créatrice. Les paroles du magicien rassurent, elles redonnent du moral au cultivateur. Il se fait le porte-parole des traditions de son peuple entier. Alan et Raleigh relèvent des travaux de Linhart 3 caractéristiques des magiciens en Mélanésie. Tout d'abord, l'incarnation. À travers le mage vit la communauté mystique, le passé et le savoir. Le chef et le clan. Le toucher, c'est atteindre au clan. 2. La narration édifiante. Le chef est la parole du clan. Par la voix du magicien parle celle des ancêtres. Et peu importe qu'il y croit ou non, puisqu'il est le détenteur de faits. 3. Performation. Il a un rôle social important. Il valide les échanges. Il actualise les statuts. Comme nos chefs à plumes. Pour Malinowski, comme pour Bourdieu, c'est la vie sociale qui confère aux énoncés leur sens et leur force contraignante. Cet imaginaire mythique est socialement formé. C'est un ensemble de pratiques, des jeux de langage, aux rites inscrits dans les formes de vie. D'ailleurs, une des hypothèses sur le déclin des religions chrétiennes en Occident est liée à l'effacement du lien social dont l'Église était la médiatrice plus qu'à un abandon des croyances. Il n'est pas dit que les gens croyaient nécessairement les miracles, les reliques à l'époque médiévale, et il est certain qu'ils avaient tous des visions différentes de la foi. Par contre, le clergé jouait un rôle social central. We have demonstrated that our brains are belief-making machines. Rather than accepting confusion and uncertainty, we create superstitions and beliefs that make us feel like we have control over our lives. In fact, to not form a superstition or belief or guess about the world around us is to be powerless. Pour revenir au mot magique, il a une fonction de courtoisie, un rôle social que nous partageons tous et que nous renouvelons à chaque échange. Le langage nous engage sur le monde. Nos institutions sont bâties par le langage. On acquiert nos connaissances par le langage. Et donc, notre représentation du monde à travers les discours sur le monde. C'est l'enjeu de ce qu'on a appelé le tournant linguistique en philosophie. Comprendre en quoi nos énoncés ne sont pas évidents. Le simple fait d'énoncer ne l'est pas non plus, et le contexte d'énonciation joue un rôle important dans la forme. Le verbe a un pouvoir, mais pas un pouvoir intrinsèque. Il a un pouvoir au sein d'un champ de relations sociales. Bref, je vous remercie pour avoir suivi ces vidéos, en collaboration inédite avec Samuel, depuis le Québec et Chicoutimi. Salut Ça. Samuel. Ouais. Chicoutimi-Saguenay. Chicoutimi-Saguenay, moins 17 degrés, toi-même tu sais. À peu près, ouais. Les beaux jours, il fait moins 17. Les beaux jours, il fait moins 17. On a eu des tempêtes de neige aussi, pas mal de glissades. Donc, d'où le Tipeee qui est en lien dans la description. Hein. Ah, faut bien soigner. Hein. Il faut se soigner. Voilà. Prenez soin de vous, cultivez votre jardin, et à la prochaine. Salut!